La cafetière avait disparu quand je me suis réveillé, ce mardi matin-là. Elle n'était ni cassée, ni débranchée. Elle avait disparu, tout simplement, comme si elle n'avait jamais existé. Je me tenais dans ma cuisine, en caleçon et t-shirt froissé. Je fixais le plan de travail vide, là où ma machine cuisinard de 10 tasses avait trôné pendant 3 ans. La prise murale était toujours là, se moquant de moi avec ses trous inutilisés. Les filtres à café reposaient dans leur petit panier, orphelins et désormais inutiles. Cali. Ai-je appelé, mais je n'ai obtenu que le silence en retour. Sa voiture avait déjà quitté l'allée, une fois de plus. C'était le 11e jour de ce que j'avais commencé à appeler la grande ère glaciaire. 11 jours depuis que ma femme, avec qui je suis marié depuis 6 ans, ne m'avait pas adressé plus de 10 mots d'affilée. 11 jours à dormir seul dans notre lit king size, pendant qu'elle campait dans la chambre d'amis. 11 jours à dîner seul, pendant qu'elle travaillait tard, allait à la salle de sport, prenait des verres avec ses copines, ou rendait visite à sa sœur. N'importe quoi, pourvu qu'elle évite de se retrouver dans la même pièce que moi. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez, et cliquez sur le bouton de notification pour soutenir cette chaîne, afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Je m'appelle Jamie Forsythe, mais tout le monde m'appelle Jay. J'ai 38 ans, je suis un ancien spécialiste des communications de l'armée, et actuellement directeur informatique pour une compagnie d'assurance de taille moyenne à Hartford. Dans la vie, je répare les choses. Les serveurs, les réseaux, les problèmes. Mais apparemment, je n'arrivais pas à réparer ce qui était brisé entre ma femme et moi. Le plus étrange, c'est que je ne savais même pas ce que j'avais fait de mal. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai fait défiler nos SMS. Notre dernière vraie conversation remontait à près de 2 semaines, et concernait nos projets pour le dîner. Depuis, ce n'était que de la logistique, je finis tard. Ne m'attends pas. J'emmène la voiture au garage demain. J'ai préparé du café soluble avec l'eau chaude du robinet, en essayant de me rappeler le moment exact où tout avait dérapé. Avais-je oublié un anniversaire? Avais-je dit une bêtise à sa soirée d'entreprise? Avais-je laissé la lunette des toilettes levée une fois de trop? Mon téléphone a vibré. Un texto de Cali, absente toute la journée. Ne m'attends pas. Il était 7h30 du matin. J'étais en train de m'habiller, quand j'ai entendu des voix venant d'à côté. Madame Dali était dans son jardin, discutant avec quelqu'un par-dessus la clôture. Cette vieille dame vivait dans notre quartier depuis 40 ans, et connaissait les affaires de tout le monde mieux qu'eux-mêmes. C'est tellement dommage, disait-elle. Ils formaient un si beau couple avant. Je suis resté figé, une jambe enfilée dans mon pantalon chino. Eh bien, vous savez comment ces choses-là se passent, a répondu une autre voix. Je ne l'ai pas reconnu. Les hommes ne le voient jamais venir. Ce pauvre Jamie, il n'a aucune idée de ce qui se trame sous son nez. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis glissé jusqu'à la fenêtre de la chambre et j'ai regardé à travers les stores. Madame Dali parlait à une femme que je n'avais jamais vue, probablement la cinquantaine, qui tenait un petit chien blanc. La femme a rencontré des avocats, a poursuivi Madame Dali. Je l'ai vue sortir du cabinet Brennan et Associés la semaine dernière. C'est un cabinet spécialisé dans les divorces, vous savez. La femme au chien a hoché la tête d'un air entendu, et je suppose qu'il va qu'à ses occupations comme si de rien n'était. Complètement à l'ouest. Elle l'a exactement là où elle le veut. Je m'éloignais de la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Des avocats spécialisés en divorce. D'où Jésus. Mais pourquoi? Que avais-je fait de si terrible, pour justifier qu'elle agisse dans mon dos, qu'elle consulte des avocats, et qu'elle m'inflige le traitement du silence depuis presque 2 semaines? J'ai fini de m'habiller dans un état de stupeur, et je suis parti travailler, l'esprit en ébullition. Pendant ma pause déjeuner, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai fouillé dans les comptes de réseaux sociaux de Cali. Son Instagram affichait son contenu habituel. Des selfies à la salle de sport, des photos de brunch chic avec ses copines, des citations de motivation sur le fait de connaître sa valeur, et de ne pas se contenter de moins. Mais c'est dans la section des commentaires que les choses sont devenues intéressantes. Sous une photo d'elle et de ses 3 amis les plus proches, dans un restaurant huppé, j'ai trouvé un fil de discussion qui m'a noué l'estomac. Heather part, tu es magnifique, ma belle. Marcy Fitness, rayonnante.
quand on sait, on sait. Vera Vegas, certaines personnes ne te méritent pas, chérie. Un point c'est tout. Kali HR, merci les filles. De grands changements arrivent bientôt. De grands changements. Des avocats spécialisés en divorce. Le traitement du silence. Je commençais à cerner le tableau. Ce soir-là, j'ai essayé de lui parler. Elle est rentrée vers 21h, avec des plats à emporter de ce restaurant thaïlandais qu'elle aimait bien. Je regardais la télévision dans le salon, en l'attendant. Et, ai-je dit quand elle est entrée. On peut parler? Elle a regardé à travers moi comme si j'étais fait de verre. Elle a marché directement vers la cuisine, a pris une fourchette, et a monté sa nourriture à l'étage, dans la chambre d'amis. J'ai entendu la porte se fermer, et le verrou s'enclencher. Je suis resté assis là pendant un long moment, à fixer l'écran vide de la télévision. J'essayais de comprendre quel genre d'homme j'étais devenu, pour que ma propre femme ne supporte même plus d'être dans la même pièce que moi. La réponse m'est parvenue le lendemain matin, de la manière la plus humiliante qui soit. J'étais en retard pour le travail et je ne trouvais mes clés de voiture nulle part. J'ai vérifié toutes les cachettes habituelles. Le comptoir de la cuisine, la table basse, les poches de mon manteau. Rien. J'étais sur le point d'appeler un Uber, quand je me suis souvenu que j'avais laissé ma sacoche d'ordinateur dans la voiture de Kali, la veille au soir. Sa Lexus était déverrouillée dans le garage. J'ai récupéré mon sac sur le siège arrière, et j'allais partir, quand j'ai remarqué son téléphone posé dans le porte-gobelet. L'écran était allumé, rempli de notifications. Je n'aurais pas dû regarder. Je le sais. Mais après 2 semaines à être traité comme un pestiféré, j'étais désespéré de trouver des réponses. Le téléphone n'était pas verrouillé. Elle n'avait jamais été paranoïaque avec ce genre de choses. Les notifications provenaient d'une discussion de groupe intitulée Le Gang du Brunch. Il y avait Kali, Heather, Marcy, et Vera. J'ai ouvert l'application. Ce que j'y ai trouvé a tout changé. La conversation datait d'il y a 3 jours. Heather, alors, comment se passe l'expérience de l'homme invisible? Kali, OMG, ça marche tellement bien. Il est comme un chiot perdu. Marcy, je n'arrive toujours pas à croire que tu fasses vraiment ça. Vera, rappelle-moi quel est le but, déjà? Heather, c'est de la psychologie basique. Tu traites quelqu'un comme s'il était invisible pendant assez longtemps, et il commence à y croire. Ça les rend plus faciles à contrôler. Kali, exactement. D'ici à ce que je sois prête à déposer le dossier, il sera tellement reconnaissant de la moindre attention qu'il signera tout ce que je lui mettrai sous le nez. Marcy, diabolique. J'adore. Heather, mon avocat spécialisé en divorce ne jure que par ça. Il dit que c'est bien plus efficace que de se battre. Ça les fait complètement flipper. Pas d'explication, pas de dispute, rien. Ils s'effondrent mentalement et arrêtent de penser clairement. Kali, ça ne fait que 2 semaines et il perd déjà les pédales. Ce matin, il a fait du café avec l'eau du robinet parce que j'ai caché la cafetière. Vera, tu as caché la cafetière? Kali, dans le débarras du sous-sol, avec la moitié de ses vêtements et cette stupide boîte à outils qu'il adore. Je fais disparaître ses affaires, pièce par pièce. Heather, le B.Arba du gaslighting. Brillant. Quand tu lui remettras les papiers, il pensera qu'il devient fou. Marcy, combien de temps encore vas-tu continuer, Kali? Kali, encore 1 semaine ou 2. Ensuite, je lui balancerai les papiers du divorce, avec une histoire larmoyante sur le fait qu'on s'est éloigné, et que j'ai besoin d'espace pour me retrouver. Il sera tellement brisé qu'il acceptera n'importe quoi, juste pour que ça s'arrête. Heather, et tu gardes la maison, les voitures, la moitié de son plan épargne-retraite. Kali, la totale. Il ne se battra même pas, crois-moi, je connais mon mari. Il est faible. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. Elle voulait me rendre invisible. Elle pensait que j'étais faible. Elle n'avait aucune idée de la personne à qui elles avaient affaire. J'ai pris des captures d'écran de toute la conversation, et je me les suis envoyées sur mon propre téléphone. Ensuite, j'ai remis le portable de Kali exactement là où je l'avais trouvé, et je suis rentré calmement dans la maison. Dans le sous-sol, j'ai trouvé ma cafetière, 3 cartons contenant mes vêtements, et ma boîte à outils, le tout caché derrière de vieilles décorations de Noël.
J'ai tout laissé exactement à sa place. Si Kelly voulait jouer à des jeux, j'étais ravi de lui rendre l'appareil. Mais elle allait bientôt apprendre que rendre quelqu'un invisible est une chose dangereuse. Car les personnes invisibles peuvent aller n'importe où, faire n'importe quoi, et personne ne les voit venir. J'ai appelé le travail pour me porter pâle, et j'ai passé la journée à planifier. Pas le genre de planification émotionnelle est faite à la va-vite, comme la plupart des gens quand leur monde s'effondre. C'était une planification militaire. Méthodique, minutieuse, et absolument impitoyable. D'abord, j'ai conduit jusqu'à la banque, et j'ai ouvert un nouveau compte dans un établissement différent. Ensuite, j'y ai transféré exactement la moitié de nos économies communes. C'était mon droit légal en tant que cotitulaire du compte. J'ai laissé assez d'argent pour couvrir l'hypothèque et les factures pendant 2 mois, parce que je ne suis pas un salaud fini. Mais le reste est parti avec moi. Mon arrêt suivant fut un cabinet d'avocats. Pas un de ces cabinets chics du centre-ville que Kelly utiliserait, mais une avocate indépendante et combative nommée Rebecca Santos. Elle était spécialisée dans les droits des hommes lors des divorces. Je l'avais trouvée en ligne, et j'aimais bien son slogan, « Quand elle enlève les gants, nous les enlevons aussi ». Rebecca était une femme menue mais intense, la quarantaine, avec des cheveux prématurément gris et le genre de poignée de main à briser des noix. Je lui ai montré les captures d'écran du téléphone de Kelly. « Putain de merde », a-t-elle dit en les faisant défiler. Désolé. Enfin, non, je ne m'excuse pas. C'est de la manipulation psychologique de haut vol. Votre femme et ses amis conspirent littéralement pour commettre de la violence psychologique. Est-ce illégal? Pas techniquement. Mais ça va rendre notre procédure de divorce très intéressante. Elle a levé les yeux vers moi, avec un regard qui ressemblait à de l'admiration. La plupart des hommes auraient confronté leur femme immédiatement après avoir trouvé ça. Vous êtes venu voir une avocate en premier. C'est intelligent. J'ai passé 8 ans dans l'armée. On ne réagit pas. On répond. Bien. Parce que nous allons répondre d'une manière qui va faire tourner la tête de votre femme. Mais d'abord, je dois vous demander, voulez-vous sauver ce mariage? J'ai repensé à Kelly, riant avec ses copines de mon café à l'eau du robinet. Au fait qu'elle me traite de faible. À ces 2 semaines passées à dormir seule, pendant qu'elle jouait avec ma santé mentale. Non, ai-je répondu. Je veux y mettre fin. Définitivement. Rebecca a souri. Ce n'était pas un sourire tendre. Alors, parlons stratégie. Nous avons passé 2 heures à passer en revue les lois sur le divorce du Connecticut, le partage des biens, et ce que Rebecca appelait, l'option nucléaire, utiliser la propre manipulation psychologique de Kelly contre elle. La beauté de la chose, m'a expliqué Rebecca, c'est qu'elle a documenté sa propre faute. Ces SMS prouvent la préméditation, la conspiration, et la violence psychologique. N'importe quel juge qui verra ça sera très peu compatissant envers ces requêtes. Et pour la maison? Elle est en copropriété. Si nous pouvons prouver qu'elle essayait de vous escroquer de votre juste part, par le biais d'une manipulation psychologique, nous pourrions argumenter pour obtenir plus de 50%. Elle s'est adossée à sa chaise. À quel point tenez-vous à cet endroit? Pas du tout. Je ne l'ai jamais vraiment aimé. Trop grand, trop cher. Trop conçu comme une vitrine pour qu'elle puisse frimer devant ses amis. Encore mieux. Nous pourrons utiliser ça. J'ai quitté le bureau de Rebecca avec un accord d'honoraires, et un plan qui m'a fait sourire pour la première fois en 2 semaines. La phase 1 allait commencer immédiatement. L'après-midi même, j'ai conduit jusqu'à un centre de self-stockage à l'autre bout de la ville, et j'ai loué un box. Ensuite, je suis rentré à la maison, et j'ai commencé l'emballage le plus satisfaisant de ma vie. Je n'ai pas tout pris, ça aurait été trop flagrant. À la place, j'ai pris les choses qui comptaient pour moi, et dont la perte la ferait le plus souffrir. Mes outils, évidemment. Mes livres. La bonne cafetière du sous-sol, plus la machine à expresso hors de prix qu'elle avait achetée pour la cuisine. Mes vêtements, mais aussi les coussins décoratifs. Elle passait son temps à les ajuster sur le tapis du salon, qu'elle avait mis 3 semaines à choisir. J'ai aussi pris l'une des tables de chevet assorties de notre chambre. J'ai laissé des petits mots dans certains des espaces vides. Là où se trouvait la cafetière, les personnes invisibles ne boivent pas de café. Là où se trouvait ma commode, disparue, mais pas oubliée. Sur son oreiller, fait de beaux rêves.
Mais mon chef-d'œuvre se trouvait dans le garage. Callie conduisait un SUV Lexus blanc, qu'elle traitait comme un animal de compagnie adoré. Elle le lavait tous les week-ends, le garait au centre exact du garage, et piquait une crise si quelqu'un osait respirer un peu trop fort à côté. Je ne l'ai pas abîmé. Ça aurait été illégal et stupide. À la place, j'ai réorganisé tout le garage, de sorte que sa précieuse voiture se retrouve bloquée par des tondeuses à gazon, des vélos et des cartons de rangement. Ce n'était pas impossible à déplacer, mais incroyablement chiant. Sur le pare-brise, j'ai laissé un mot « stationnement invisible ». Ensuite, j'ai chargé mon pick-up et j'ai roulé jusqu'à mon nouvel appartement. J'avais trouvé l'endroit en ligne le matin même. Un loft dans un entrepôt reconverti en centre-ville. Des briques apparentes, des luminaires industriels. Le genre d'endroit que Callie aurait détesté. Trop masculin, trop urbain, pas assez banlieue chic. Pas assez parfait pour son image. C'était exactement ce que je voulais. J'ai passé la soirée à installer ma nouvelle vie. Le lit, le bureau, la cafetière, la télévision. J'ai commandé une pizza et je l'ai mangée assis par terre, en regardant les lumières de la ville. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mon téléphone a vibré vers 22 heures. Un texto de Callie, « Qu'est-ce que tu as foutu dans le garage ?» Je n'ai pas répondu. Les personnes invisibles ne répondent pas aux textos. 20 minutes plus tard, Jamie, ce n'est pas drôle. Je ne peux pas sortir ma voiture. Puis, je sais que tu reçois ça. Réponds-moi. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je suis passé devant la maison en allant au travail. La voiture de Callie était dans l'allée, garée de travers, comme si elle avait été pressée. La porte du garage était ouverte, et je pouvais voir le chaos à l'intérieur, là où elle avait manifestement tout déplacé pour réussir à sortir sa voiture. Au travail, j'ai vidé mon bureau et j'ai remis ma lettre de démission. Un préavis de 2 semaines, professionnel et courtois. Mon patron, Dave, était sous le choc. Tu es l'un de nos meilleurs éléments, j'ai. C'est à quel sujet? L'argent? On peut parler d'une augmentation. Des raisons personnelles, ai-je dit. J'ai besoin de changement. C'est terriblement soudain. Tout va bien à la maison? J'ai failli rire. Tout va bien, Dave. Mieux que bien, même. Ce n'était pas encore tout à fait vrai, mais ça allait bientôt l'être. J'avais déjà trouvé un nouveau poste, grâce à un ancien pote de l'armée qui dirigeait un cabinet de conseil en informatique. Un meilleur salaire, plus de flexibilité, et surtout, cela me permettrait de travailler de n'importe où, y compris de mon nouveau loft dont Callie ignorait l'existence. Mon téléphone avait vibré toute la matinée, avec des textos de plus en plus frénétiques de ma femme. Je l'ai finalement allumé pendant le déjeuner pour les lire. Où es-tu? Ton bureau dit que tu as démissionné. Qu'est-ce qui se passe, Jamie? Tu me fais peur. S'il te plaît, appelle-moi. Ça ne te ressemble pas, fais-tu une sorte de dépression nerveuse? J'appelle ta mère. Ce dernier m'a fait rire aux éclats. Ma mère vivait en Floride et tolérait à peine Callie. Bonne chance pour cette conversation. Mais le meilleur texto est arrivé vers 14 heures. Je suis passé à la banque. Ils ont dit que tu avais fermé notre compte d'épargne. C'est notre argent, Jamie. Tu ne peux pas juste le voler. J'ai répondu, je ne l'ai pas volé. Je l'ai divisé. Les personnes invisibles ont besoin d'argent, elles aussi. Sa réponse fut immédiate, qu'est-ce que tu veux dire, les personnes invisibles? Tu n'as aucun sens. Demande à ton gang du brunch. Elles t'expliqueront. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. À 17 heures, je recevais des appels de numéros que je ne connaissais pas. C'était Callie, qui essayait de me joindre depuis d'autres téléphones. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie. Ce soir-là, je suis allé au Murphy S, un bar miteux près de mon nouvel appartement. Le genre d'endroit avec des sols collants, de la bière bon marché, et une barmaid qui se mêlait de ses affaires. Je sirotais ma deuxième Budweiser, quand une femme a glissé sur le tabouret à côté de moi. Vous avez l'air d'un homme qui a une histoire à raconter, a-t-elle lancé. Elle s'appelait Janine. La trentaine bien entamée, des cheveux au burn, vêtue d'un jean et d'une veste en cuir. Elle gérait le bar, et avait le genre de regard direct qui suggérait qu'elle ne tolérait les conneries de personne.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça, ai-je demandé. La plupart des gars qui boivent seuls un jeudi soir sont, soit en train de célébrer, soit en train de se lamenter. Vous n'avez pas l'air de faire la fête, mais vous n'avez pas l'air misérable non plus. En général, ça veut dire que vous complotez quelque chose. J'ai ri. C'est si évident que ça. Chérie, je sers des verres depuis 15 ans. Je lis dans les gens comme dans un livre ouvert. Elle s'est versé un whisky et s'est assise en face de moi. Alors, c'est quoi l'histoire? Un divorce? Vous y arrivez? Votre femme vous a trompé? Pire. Elle a essayé de me faire disparaître. Janine a haussé un sourcil. Pardon? Je me suis retrouvé à lui raconter toute l'histoire. Le traitement du silence, la cafetière cachée, le groupe de discussion rempli de tactiques de manipulation psychologique. Janine écoutait sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. D'où Jésus, a-t-elle dit quand j'ai terminé. C'est du sérieux, là. Quel genre de personne fait ça à quelqu'un qu'elle est censée aimer? Le genre qui pense que son mari est faible et stupide. Et l'est-il? J'ai croisé son regard. Pas le moins du monde. Janine a souri. C'était un sourire vif, un brin prédateur, qui m'a rappelé l'expression de mon avocate. Je vous aime déjà bien. Alors, c'est quoi le plan? La phase 1 est terminée. Je suis devenu un fantôme. Nouvel appartement, nouveau travail, nouveau compte bancaire. Elle n'a aucune idée d'où je suis, ni de comment me joindre. Et la phase 2? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Je lui ai parlé des papiers du divorce que Rebecca préparait, des preuves que nous avions de la manipulation de Cali, et de l'option nucléaire que nous envisagions. Putain, a soufflé Janine. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Seules les personnes qui essaient de me rendre invisible doivent s'en inquiéter. Nous avons discuté jusqu'à la fermeture. Janine était intelligente, drôle, et n'avait aucune patience pour le genre de jeu que Cali aimait pratiquer. Quand elle a fermé le bar, elle m'a raccompagné jusqu'à mon pick-up. Vous savez, dit-elle, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à rester visible, je suis dans le coin la plupart des soirs. Je pourrais bien vous prendre au mot. J'espère bien. Et j'ai? Ouais. Quand vous laisserez finalement tomber le marteau sur votre femme, je veux tout savoir. Je suis rentré chez moi en réfléchissant à la visibilité et à l'invisibilité, à la différence entre disparaître et s'évanouir. Cali pensait pouvoir me faire disparaître, faire de moi une non-personne qu'elle pourrait manipuler et contrôler. À la place, elle avait créé un fantôme. Et les fantômes, comme elle allait bientôt l'apprendre, peuvent traverser les murs, tout voir, et frapper quand on s'y attend le moins. La phase 2 était sur le point de commencer. Les papiers du divorce sont arrivés au bureau de Cali un vendredi après-midi, livrés par un huissier professionnel. Il s'était assuré que la moitié de ses collègues assistent à l'échange. Rebecca avait parfaitement calculé son coût. Humiliation maximale, opportunité minimale pour Cali de déformer la réalité. Je le sais, parce qu'Heather a posté un message à ce sujet sur Instagram dans l'heure qui a suivi, quand ta copine a un besoin urgent de margarita et d'une épaule pour pleurer, sois la première présente pour elle. Le divorce, c'est dur. La photo montrait 4 femmes dans un restaurant mexicain haut de gamme du centre-ville. Cali était au centre, les yeux rougis, avec une margarita glacée de la taille d'un aquarium. Ses 3 amis l'entouraient comme des gardes du corps, arborant toutes des expressions féroces et des poses de soutien. La section des commentaires valait de l'or. OMG, que s'est-il passé? Tu es mieux sans lui, chérie. Tant pis pour lui. Tu es une reine. Mais le commentaire qui m'a fait rire aux éclats venait de quelqu'un nommé Jennifer Realtor, agent immobilier, je n'ai rien vu venir. Vous aviez l'air si heureux à la fête de Noël. La réponse de Cali, parfois, on ne connaît pas vraiment quelqu'un, jusqu'à ce qu'il vous montre qui il est. J'ai fait une capture d'écran de tout le fil de discussion, et je l'ai envoyé à Rebecca avec un message, preuve qu'elle essaie de manipuler le récit. Ça pourrait être utile plus tard. Sa réponse fut immédiate, je suis déjà sur le coup. Mon enquêteur surveille tous leurs comptes de réseaux sociaux. Continuez à faire le fantôme. Ça les rend folles. Elle n'avait pas tort. Pendant le week-end, j'ai reçu une rafale d'appels de numéros que je ne connaissais pas. Les amis de Cali, sa sœur, même sa mère. Tout essayait de me joindre en son nom.
J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie. Les messages étaient prévisibles. C'est Heather. Callie est très inquiète pour toi. Peux-tu la rappeler, s'il te plaît? Jamie, c'est Suzanne, la sœur de Callie. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais ce n'est pas la façon de gérer ça. Sois un homme et parle à ta femme. C'est Patricia Brennan, la mère de Callie. J'ai toujours su que tu n'étais pas assez bien pour ma fille, mais je ne pensais pas que tu étais cruel. Prouve-moi le contraire et rappelle-la. Je les ai tous supprimés sans répondre. Le lundi matin, j'ai commencé mon nouveau travail. Le cabinet de conseil était tout ce que mon ancien boulot en entreprise n'était pas, un rythme soutenu, stimulant, et rempli de gens qui savaient vraiment ce qu'ils faisaient. Ma première mission consistait à aider une entreprise manufacturière à moderniser l'ensemble de son infrastructure réseau. Complexe, avec de gros enjeux. Exactement le genre de problème que j'adorais résoudre. J'étais plongé dans la configuration de serveur quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais cette fois, j'ai reconnu l'indicatif régional, Hartford. Probablement un autre sbire du cercle de Callie. J'ai répondu avec ma voix la plus professionnelle. Jamie Forsythe Consulting. La voix était masculine, inconnue, et légèrement amusée. Ça, c'est nouveau. C'est qui à l'appareil? Tran Wallace. Je crois qu'il faut qu'on parle. Je connaissais ce nom. Tran Wallace. Promoteur immobilier, fanatique de CrossFit, et selon le réseau de ragots de quartier de Madame Daly, la raison pour laquelle les Henderson avaient divorcé l'année dernière. Je ne crois pas, non, ai-je répondu. En fait, si. C'est au sujet de Callie. La ligne est devenue silencieuse. Je pouvais entendre la circulation en arrière-plan, comme s'il appelait depuis sa voiture. Qu'est-ce qu'il y a à son sujet, ai-je demandé. Écoutez, c'est gênant, mais elle a beaucoup cherché à me joindre, et je pense qu'il y a peut-être un malentendu sur ma relation avec votre femme. Enfin, ma future ex-femme. Et je ne pense pas qu'il y ait le moindre malentendu. Tran s'est raclé la gorge. D'accord. Eh bien, le truc, c'est que Callie semble penser qu'il se passe quelque chose entre nous, et ce n'est pas le cas. Je veux dire, on a discuté quelques fois à la salle de sport, on a peut-être pris un café une ou deux fois. Mais c'est tout. Je ne suis pas intéressé par le fait d'être impliqué dans le divorce de quelqu'un d'autre. J'ai presque admiré sa tentative de limiter les dégâts. Presque. Tran, laissez-moi vous poser une question. Vous me prenez pour un con? Quoi? Non. Parce que la seule raison pour laquelle vous m'appelleriez en ce moment, c'est si Callie vous avait dit que j'étais au courant pour vos petits rendez-vous autour d'un café. Et que vous essayez de prendre les devants. Ce qui veut dire que vous me croyez assez stupide pour gober que ma femme et vous n'êtes que des copains de salle de sport. Silence. Voici ce qui va se passer, ai-je poursuivi. Vous allez arrêter de prendre les appels de Callie. Vous allez arrêter de la voir pour prendre un café. Et vous allez rester très loin de mon divorce. Parce que si vous ne le faites pas, je vais vous compliquer la vie sérieusement. Vous me menacez? Je fais votre éducation. Il y a une différence. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Rebecca. Votre femme a un petit ami, lui ai-je dit. Je me demandais quand cette bombe allait tomber. Racontez-moi tout. Je lui ai rapporté la conversation avec Tran. Rebecca a écouté sans m'interrompre, mais je pouvais l'entendre taper des notes. C'est parfait, a-t-elle dit quand j'ai fini. L'adultère n'est plus un motif de divorce dans le Connecticut, mais cela affecte absolument le partage des biens et la pension alimentaire. Si nous pouvons prouver qu'elle vous trompait pendant le mariage, cela renforce considérablement notre position. Comment on prouve ça? Laissez-moi faire. J'ai un très bon enquêteur. Ce soir-là, j'ai retrouvé Janine au Murphy S. Elle travaillait, mais le bar était calme, alors nous avons pu discuter entre deux clients. Je lui ai parlé de l'appel de Tran et de la réaction de Rebecca. Donc, votre femme vous trompe et son copain essaie de prendre ses distances, a résumé Janine en essuyant des verres. Un grand classique. Le timing est intéressant, cependant. Elle a commencé le traitement du silence il y a 2 semaines, mais elle voit ce type depuis plus longtemps que ça. Je me demande si toute cette manipulation psychologique n'a pas toujours eu pour but de préparer le divorce en sa faveur. Vous pensez qu'elle a tout planifié?
Je pense que votre femme est beaucoup plus calculatrice que vous ne le pensiez. Un client à l'autre bout du comptoir a fait signe pour une autre bière. Janine l'a servi, et est revenue à notre conversation. Alors, c'est quoi votre prochaine étape? Je vais rester invisible encore un peu. La laisser, elle et ses copines, croire qu'elles sont en train de gagner, pendant que l'enquêteur de Rebecca fait son travail. Ensuite, quand vous aurez tout ce dont vous avez besoin, vous abattrez le marteau. Exactement. J'aime votre façon de penser. Janine s'est penchée par-dessus le bar, assez près pour que je sente son parfum. Vous savez, si vous voulez vraiment lui retourner le cerveau, vous pourriez toujours vous rendre visible aux bons endroits. Laissez-la vous voir aller de l'avant. C'est-à-dire? Je veux dire, pointez-vous à un endroit où vous savez qu'elle sera, avec quelqu'un qui n'est clairement pas dévasté par le divorce. Elle a souri. Quelqu'un qui montrera de façon évidente que vous vous en sortez très bien sans elle. L'idée avait du mérite. Toute la stratégie de Cali reposait sur le fait que je sois brisé et désespéré. Si elle voyait que non seulement je survivais, mais que je m'épanouissais, cela saperait tout ce qu'elle croyait savoir sur moi. Quel endroit suggéreriez-vous? Il y a un bar à vin dans le centre-ville qui s'appelle Vintage. Très branché, très m'as-tu vu. Tout à fait son genre. Je parie que si vous vérifiez son Instagram, vous y trouverez des photos d'elle avec ses amis. J'ai ouvert l'Instagram de Cali, et j'ai fait défiler ses posts récents. Effectivement, il y avait plusieurs photos prises au Vintage au cours des derniers mois. Elle et son gang du brunch, levant leur verre de vin et faisant des bouches en cul de poule face à la caméra. Samedi soir, ai-je demandé. Samedi soir, a acquiescé Janine. Mais on ne va pas se faufiler ou se cacher dans un coin. On va entrer comme si l'endroit nous appartenait, et on va passer la meilleure putain de soirée de notre vie. Et si elle fait une scène? Chérie, ça fait 15 ans que je gère des femmes ivres. Croyez-moi, je peux m'occuper de votre femme. Le samedi soir, j'ai mis ma plus belle chemise, et je suis allé chercher Janine à son appartement. Elle était incroyable. Robe noire, talons, les cheveux coiffés de manière à ce qu'elle ait l'air de sortir d'une couverture de magazine. Waouh, ai-je lâché quand elle a ouvert la porte. Vous n'êtes pas mal non plus, vous savez. Elle a attrapé son sac et une veste en cuir. Prêt à faire exploser le cerveau de votre femme? Le Vintage était exactement le genre d'endroit auquel je m'attendais. Murs de briques apparentes, éclairage tamisé, et des prix de vin qui pourraient financer le budget de la défense d'un petit pays. L'hôtesse nous a installés à une table offrant une vue parfaite sur tout le restaurant. Nous avons commandé une bouteille de vin qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens dépensent en course en une semaine, et nous nous sommes installés pour attendre. Janine était d'une compagnie très agréable. Drôle, intelligente, et totalement à l'aise avec elle-même. Nous avons parlé de tout, sauf de mon divorce. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti redevenir moi-même. Cali est arrivée à 21h30 avec son entourage habituel. Heather, Marcy, et Vera, toutes habillées pour tuer et prêtes pour une soirée entre filles. Elles ont eu une table à l'autre bout de la salle, mais je pouvais les voir clairement. C'est elle, ai-je dit à Janine. La blonde en robe rouge, c'est votre femme. C'est elle, oui. Janine a étudié Cali avec le regard analytique d'une barmaid jaugeant un client potentiellement problématique. Elle est jolie. Je lui accorde ça. Mais elle a l'air d'exiger beaucoup d'entretien. Vous n'avez pas idée. Il a fallu environ 10 minutes pour que Cali me remarque. J'ai vu le moment exact où c'est arrivé. Elle riait de quelque chose qu'Heather venait de dire, balayant la pièce de ce regard d'observation sociale que développent toutes les filles populaires, quand ses yeux se sont posés sur notre table. Son visage est passé par une série d'expressions en une fraction de seconde, surprise, confusion, colère, et quelque chose qui aurait pu être de la blessure. Elle a dit un mot à ses amis, et les 4 têtes se sont tournées dans notre direction. Que le spectacle commence, a murmuré Janine. Elle s'est penchée au-dessus de la table et m'a pris la main, comme si je venais de dire quelque chose d'incroyablement charmant. J'ai joué le jeu, riant et la regardant dans les yeux comme si elle était la seule personne dans la pièce. Du coin de l'œil, je pouvais voir la table de Cali s'agiter. Les téléphones sortaient, elles s'envoyaient probablement des textos alors qu'elles étaient assises juste à côté. Le comportement classique de femmes qui n'avaient jamais appris à gérer un conflit directement. Elle dévisage, a dit Janine sans regarder. Laissez-la faire.
Nous avons commandé à dîner, et une autre bouteille de vin. Janine était une actrice née. Elle me touchait le bras quand elle riait, se penchait tout près quand elle parlait, jouant le rôle de la femme complètement sous le charme. Mais le plus étrange, c'est que ça ne ressemblait pas à un jeu. Nous avions une véritable alchimie, une véritable connexion. Pour la première fois depuis le début de ce gâchis, je me suis demandé s'il ne pouvait pas y avoir quelque chose de réel là-dessous. Vers 22h30, Callie s'est levée et s'est dirigée vers les toilettes. Son chemin passait juste devant notre table. « Bonjour, Jamie », a-t-elle dit, en s'arrêtant à côté de ma chaise. J'ai levé les yeux, comme si je venais juste de la remarquer. « Oh, salut Callie. Tu ne me présentes pas ton ami ?» Janine a tendu la main avant que je ne puisse répondre. « Je suis Janine. Vous devez être l'ex-femme. » Le mot ex a frappé Callie comme un coup physique. « Nous ne sommes pas encore divorcés. » Des détails, a répondu Janine, avec un sourire qui pourrait couper du verre. L'assurance de Callie s'est légèrement fissurée. « Jamie, je peux te parler en privé ?» Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je répondu. Mon avocate m'a conseillé de n'avoir aucun contact avec toi, en dehors des voies officielles. Ton avocate ? Sa voix devenait plus aiguë, attirant l'attention des tables voisines. Jamie, c'est ridicule. Nous devons parler de ce qui se passe entre nous. Il ne se passe rien entre nous. C'est un peu le but. Tu ne peux pas juste disparaître comme ça. Tu ne peux pas juste abandonner tout ce que nous avons construit ensemble. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu l'étaler sur une tartine. Abandonner ? C'est un choix de mots intéressant, venant de quelqu'un qui a passé 2 semaines à faire comme si je n'existais pas. Le visage de Callie est devenu livide. De quoi parles-tu ? Demande à ton gang du brunch. Je suis sûr qu'elles t'expliqueront. Elle s'est retournée vers sa table, où Heather, Marcy, et Vera observaient toute la scène avec une panique à peine dissimulée. Quelque chose est passé entre elles. Une sorte de communication silencieuse qui a confirmé tout ce que je soupçonnais. Il faut qu'on parle, a répété Callie, mais sa voix avait perdu son tranchant. Maintenant, elle semblait juste désespérée. Non. Nous devons divorcer. Tout le reste n'est que du bruit. Je me suis retourné vers Janine, congédiant ainsi ma femme. Callie est restée là encore quelques secondes, puis elle a marché rapidement vers les toilettes. Brutal, a commenté Janine. J'ai presque pitié d'elle. N'ayez pas pitié. Elle a fait son choix quand elle a décidé de jouer avec mon cerveau. Les amis de Callie sont partis peu de temps après, probablement pour la réconforter dans les toilettes ou planifier leur prochain coup. Janine et moi avons fini notre dîner en paix, discutant et riant comme si nous nous connaissions depuis des années, et non des jours. Quand nous avons quitté le restaurant, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. L'homme invisible redevenait visible, mais selon ses propres termes. Et à en juger par l'expression sur le visage de Callie, elle commençait enfin à comprendre qu'elle s'était attaquée à la mauvaise personne. La phase 3 était sur le point de commencer. L'enquêteur de Rebecca valait chaque centime que je lui payais. Il s'appelait Mike Shen. C'était un ancien flic spécialisé dans les affaires de divorce, et il avait un don pour trouver des dossiers compromettants qui feraient pleurer de joie un expert comptable judiciaire. Votre femme et monsieur Wallace ont été très imprudents, m'a-t-il dit lors de notre réunion du lundi matin. Reçu d'hôtel, note de restaurant sur des cartes de crédit, et même un voyage d'un week-end dans les Berkshires le mois dernier, qu'elle vous a présenté comme une retraite au spa entre filles. Il a fait glisser un dossier couleur manille sur le bureau de Rebecca. À l'intérieur se trouvaient des photos, des reçus, et une chronologie détaillée, qui dressait un tableau très clair des activités extrascolaires de ma femme. Depuis combien de temps ça dure, ai-je demandé. Au moins 4 mois. Peut-être plus. Mais voici la partie la plus intéressante. Mike a sorti un relevé bancaire. Elle a tout payé. Les hôtels, les dîners, et même quelques cadeaux coûteux. Soit monsieur Wallace est fauché, soit il est assez intelligent pour ne pas laisser de traces sur ses propres comptes. Rebecca a étudié les documents avec l'intensité concentrée d'une chirurgienne. C'est mieux que ce que j'espérais. Non seulement nous pouvons prouver l'adultère, mais nous pouvons montrer qu'elle utilisait les biens conjugaux pour financer sa liaison. Ça va rendre le juge très mécontent. Et pour l'angle de la manipulation psychologique ? Oh, nous allons absolument l'utiliser aussi.
Entre les textos et ces preuves d'un adultère prémédité, nous pouvons dresser le portrait de quelqu'un qui planifiait systématiquement de vous escroquer votre juste par des biens matrimoniaux. Rebecca a levé les yeux des papiers. Êtes-vous prêt à jouer dur? C'est-à-dire? Je veux dire que nous pourrions probablement régler cela discrètement et vous obtenir un accord décent, ou nous pouvons opter pour la solution nucléaire, et nous assurer que tout le monde sache exactement quel genre de personne est votre femme. Le choix est le vôtre. J'ai repensé à ces 2 semaines à dormir seul pendant que Callie jouait avec ma tête, à ses amis se moquant de mon café à l'eau du robinet, au fait qu'elle me qualifie de faible. L'option nucléaire, ai-je répondu. La première bombe a explosé mardi matin, au bureau de Callie. Rebecca a fait livrer, par son huissier, une assignation à comparaître pour obtenir tous les relevés financiers de Callie. Elle était accompagnée d'un avis officiel, indiquant que nous exigions la divulgation complète des actifs, en raison de soupçons de faute conjugale. La deuxième bombe a explosé l'après-midi même. Mike Chen s'est présenté à l'agence immobilière de Tran Wallace avec une assignation similaire. Je le sais, car Tran m'a appelé 20 minutes plus tard, absolument furieux. « Qu'est-ce que vous croyez faire, bordel ?» a-t-il hurlé dans le téléphone. « Je protège mes intérêts dans le cadre de mon divorce. Ça s'appelle la phase de communication des pièces. Vous ne pouvez pas me mêler à ça. Je ne fais pas partie de votre mariage. En fait, un peu, si. Surtout que vous couchez avec ma femme depuis 4 mois. » Silence. « Écoutez, » a repris Tran, sa voix retombant à un niveau plus raisonnable. « Peut-être qu'on s'est laissé emporter quelquefois, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Callie était malheureuse. Elle avait besoin de parler à quelqu'un. Gardez ça pour votre déposition. » Ma déposition? Oh, je ne vous ai pas dit? Mon avocate veut vous poser quelques questions sous serment. Vous savez, à propos de ces reçus d'hôtel, et de ce week-end romantique dans les Berkshires, que ma femme a payé avec notre carte de crédit commune. Nouveau silence. C'est de la folie, a fini par lâcher Tran. Vous détruisez la vie de Jean, pour un mariage qui était déjà terminé. Mon mariage était terminé, le jour où ma femme a décidé de me traiter comme si j'étais invisible. Tout le reste n'est que des conséquences. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement reçu un texto de Janine, vers ce soir. Je veux entendre parler de ta journée. Le Murphy s'était animé pour un mardi, mais Janine m'avait gardé une place au bout du bar, là où nous pouvions discuter en privé. Je l'ai mise au courant pour les assignations à comparaître, et pour l'appel paniqué de Tran. Il a peur, a-t-elle constaté en me servant une bière. Tant mieux. Les gens effrayés font des erreurs. Quel genre d'erreur? Le genre où ils jettent d'autres personnes sous le bus pour se sauver. Je parie que d'ici une semaine, il racontera à votre avocate tout ce qu'il sait sur les plans de votre femme. Elle n'avait pas tort. Le jeudi matin, Rebecca m'a appelé avec une nouvelle qui a illuminé ma journée. L'avocate de Monsieur Wallace nous a contactés. Elle a dit qu'il veut coopérer pleinement à notre enquête, en échange de son retrait de l'affaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est prêt à témoigner sur sa relation avec votre femme, y compris sur des conversations très intéressantes qu'ils ont eues, concernant sa stratégie de divorce. Quel genre de conversation? Le genre où elle lui a explicitement dit qu'elle vous manipulait psychologiquement, pour vous rendre plus docile pendant la procédure de divorce. Apparemment, elle s'en est vantée. J'ai senti une froide satisfaction m'envahir. Donc, il est prêt à la jeter complètement sous le bus. Il nous a également fourni des copies de SMS entre eux. Ils sont très édifiants. À quel point? Laissez-moi vous en lire un, Jamie est tellement influençable. Quand j'en aurai fini avec lui, il signera n'importe quoi juste pour que la douleur s'arrête. Ensuite, nous pourrons être ensemble sans avoir à nous cacher. Mon Dieu. C'est encore mieux, ou pire, selon votre point de vue. Il y en a un autre où elle parle de cacher vos affaires, pour vous faire croire que vous perdez la tête. Et un autre où elle discute du meilleur moment pour demander le divorce, afin d'en tirer le maximum d'avantages financiers. Je suis resté silencieux un instant, assimilant les implications. Donc, elle planifiait tout ça depuis des mois. Le traitement de l'homme invisible, la liaison, la manipulation psychologique. Tout ça faisait partie d'une stratégie calculée, pour maximiser sa part et minimiser la mienne. Et maintenant, nous pouvons le prouver. Oh, nous pouvons faire bien plus que le prouver. Nous pouvons la détruire. Ce soir-là,
je dînais avec Janine dans un restaurant près de son appartement, quand mon téléphone s'est mis à vibrer. Des appels de numéros inconnus. Au 5e appel en 10 minutes, j'ai fini par répondre. Jamie? La voix était féminine, inconnue, et les mots étaient légèrement pâteux. C'est Marcy. Marcy, l'amie de Cali. Tu sais, son groupe d'amis. Qu'est-ce que tu veux, Marcy? J'ai besoin de te parler de Cali. De tout. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, je suis au Murphy S en ce moment. Tu peux venir? C'est important. Janine a haussé un sourcil. C'est mon bar, a-t-elle articulé silencieusement. J'arrive, ai-je dit à Marcy. Le Murphy S était bondé pour un jeudi soir, mais j'ai tout de suite repéré Marcy. Elle était assise seule à une table dans un coin, sirotant ce qui ressemblait à son 4e ou 5e martini. Ses cheveux d'habitude si parfaits étaient en bataille, et son maquillage avait coulé, comme si elle avait pleuré. Jamie. Elle m'a fait signe de venir avec l'enthousiasme exagéré de quelqu'un de très ivre. Merci d'être venu. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Je me suis assis en face d'elle. C'est à quel sujet, Marcy? Il s'agit de Cali, de Heather, et de tout ce bordel. Elle a repris une gorgée de son martini. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus en faire partie. Partie de quoi? Des mensonges, des complots, de la cruauté. Elle a levé vers moi des yeux injectés de sang. Tu sais ce que Heather a dit quand elle a appris pour les assignations à comparaître? Elle a dit que c'était de ta faute, parce que tu n'étais pas assez un homme pour gérer le fait que ta femme te trompe. Heather a dit ça. Elle a dit plein de choses sur toi, sur le divorce. Sur le fait que Cali mérite tout ce qu'elle peut obtenir, parce que tu étais un mari de merde. De toute façon. La voix de Marcy devenait de plus en plus forte, attirant l'attention des tables voisines. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu n'étais pas un mari de merde. Je ne sais pas. Peut-être que si. Non. Elle s'est penchée en avant, serrant son verre si fort que ses jointures en étaient blanches. Je vous observe tous les deux depuis des années. Tu as été bon avec elle. Tu as soutenu sa carrière. Tu as supporté ses amis. Tu as même fait semblant d'aimer son horrible mère. Et comment t'a-t-elle remercié? En jouant à des jeux psychologiques malsains. J'ai jeté un coup d'œil vers le bar et j'ai croisé le regard de Janine. Elle observait notre conversation avec un intérêt professionnel, prête à intervenir si Marcy devenait trop bruyante ou émotive. Pourquoi tu me dis ça, ai-je demandé. Parce que je me sens coupable. Parce que j'y ai participé. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Le truc de l'homme invisible, c'était l'idée des heures. Mais on a toutes marché. On trouvait ça drôle. On pensait que tu le méritais pour. Je ne sais même plus pourquoi on pensait que tu le méritais. Et maintenant? Cali parle de te plumer. Heather l'aide à trouver des moyens de cacher de l'argent. Et verra la coache sur ce qu'elle doit dire, pour te faire passer pour un mari violent. Elle s'est essuyé le nez avec une serviette de bar. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste. J'avais l'impression de regarder un barrage céder. Que veux-tu dire par cacher de l'argent? Cali a déplacé de l'argent. Elle l'a transféré sur des comptes que Heather a ouverts. Elle a acheté des bijoux chers qu'elle a cachés chez sa mère. Elle a même payé des choses à l'avance, comme l'assurance de la voiture et l'abonnement à la salle de sport, pour que l'argent n'apparaisse pas lors de la procédure de divorce. C'est de la fraude. Je sais. Et je lui ai dit. Mais elle a répondu que tu ne t'en rendrais jamais compte, parce que tu faisais trop confiance et que tu étais trop stupide. Marcy a levé les yeux vers moi, avec quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Mais tu n'es pas stupide, n'est-ce pas? Tu as découvert le jeu de l'invisible. Tu as découvert pour Tran. Tu vas aussi découvrir pour l'argent. Probablement. Que va-t-il nous arriver quand tu le feras? À moi, je veux dire. Je ne voulais pas faire partie de ça. Mais j'ai marché quand même. Est-ce que ça me rend tout aussi coupable? J'ai étudié son visage, le maquillage étalé, les yeux rouges, les remords sincères. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait enfin de réaliser qu'elle nageait au milieu des requins. Ça dépend, ai-je répondu. Es-tu prête à dire la vérité sur ce que tu sais?
Tu veux dire, témoigner contre Cally et Heather? Si on en arrive là. Marcy est restée silencieuse pendant un long moment, fixant son martini comme s'il contenait les réponses aux grandes questions de la vie. Finalement, elle a levé les yeux vers moi. Elles vont me détruire, si je me retourne contre elles. Elles vont s'autodétruire. La question est de savoir si tu veux couler avec le navire. Elle a hoché lentement la tête. Que dois-je faire? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application dictaphone. Commence par le début. Dis-moi tout ce que tu sais sur les plans de Cally, l'implication des Heather, et où elles ont caché l'argent. Et Marcy? Ouais. N'oublie rien. Quand elle a eu fini de parler, j'avais 2 heures de témoignages enregistrés, qui allaient égayer la journée de Rebecca et, fort probablement, mettre un terme définitif à plusieurs amitiés. Mais alors que je raccompagnais Marcy jusqu'à son Uber, et que je la regardais disparaître dans la nuit, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. De la pitié. Pas pour Cally ou Heather, qui avaient orchestré tout ce gâchis. Mais pour les dommages collatéraux. Pour des gens comme Marcy, qui avaient suivi le mouvement dans une action cruelle, parce que ça semblait plus facile que de tenir tête à leurs amis. L'homme invisible redevenait visible, et la vue depuis la surface était plus hideuse que je ne l'avais imaginé. Le vendredi matin, le bureau de Rebecca ressemblait à une salle de crise. La table de conférence était recouverte de documents, de relevés bancaires, de photos, et de transcriptions. Mike Chen s'était surpassé avec l'enquête financière, découvrant une trace papier d'actifs dissimulés, qui ferait pleurer de joie un expert comptable judiciaire. Votre femme a été très occupée, a déclaré Rebecca, étalant des relevés bancaires, comme un joueur de poker révélant une main gagnante. 3 comptes distincts dont nous n'avions pas connaissance, tous alimentés par des virements de vos comptes conjoints, au cours des 6 derniers mois. Combien? 47 000 €. Plus des bijoux, des dépenses payées d'avance, et ce qui semble être une montre très coûteuse, achetée pour Monsieur Wallace. Mike Chen a sorti la photo d'une Rolex submarinée. 12 000 €, payés avec un chèque de banque tiré sur votre compte d'épargne commun. Elle a acheté à son amant une montre à 12 000 € avec notre argent? C'est encore mieux, a enchaîné Rebecca. Nous avons également trouvé des preuves qu'elle travaille avec Heather, pour créer des comptes fictifs destinés à cacher des fonds. L'agence de relations publiques de Heather a facturé à votre femme des services de conseil qui n'ont jamais eu lieu. J'ai fixé les documents, sentant cette familière et froide colère s'installer dans ma poitrine. Combien pour ces conseils? 23 000 € jusqu'à présent. Tous payés depuis les comptes matrimoniaux. Tous pour des services que Heather a admis être fictifs, lorsqu'on l'a poussé dans ses retranchements sous serment. Vous avez interrogé Heather hier? Elle a pris un avocat très vite. Mais ce dernier lui a conseillé de coopérer, plutôt que de faire face à des accusations de fraude. Il s'avère qu'elle n'est pas aussi loyale envers votre femme qu'elle le prétendait. Mike Chen a ouvert un autre dossier. Mais le vrai trésor, c'est ça. Des SMS entre votre femme et Heather, discutant du calendrier pour la dissimulation des actifs. Elle prévoyait de demander le divorce dans un mois, après avoir fini de déplacer l'argent. Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis? Vous. Quand vous avez disparu et déposé le dossier en premier, ça a complètement ruiné leur stratégie. Elles essaient maintenant de rattraper le coup, en tentant de cacher les preuves et de coordonner leur version. Rebecca s'est adossée à son fauteuil, avec l'expression satisfaite d'un prédateur ayant acculé sa proie. Jamie, je fais du droit du divorce depuis 15 ans, et je n'ai jamais vu une affaire aussi limpide. Votre femme et ses amis ont commis de multiples délits dans le but de vous escroquer. Nous n'avons pas seulement des motifs de divorce. Nous avons des motifs pour des poursuites pénales. Que recommandez-vous? L'option nucléaire totale. Nous déposons une demande de sanction, nous exigeons la restitution de tous les actifs dissimulés, et nous réclamons le paiement des frais d'avocat. Nous recommandons également au bureau du procureur d'examiner le dossier. Pour d'éventuelles poursuites pour fraude contre votre femme et Heather. Etran. Il coopère pleinement. Il fournit des témoignages, des dossiers financiers, et même des textos où votre femme discute explicitement de sa stratégie de manipulation. En échange, nous ne le poursuivrons pas pour complot criminel. J'ai repensé au visage de Cally au bar à vin. La surprise et la confusion quand elle a réalisé que je n'étais pas l'homme brisé qu'elle s'attendait à trouver. Dans combien de temps ça passe au tribunal? 2 semaines.
Le juge Martinez est connu pour avoir une très mauvaise opinion de la dissimulation d'actifs et de la manipulation psychologique. Si nous présentons ces preuves correctement, votre femme va se faire détruire. Ce même après-midi, j'ai rejoint Janine pour déjeuner dans un café près de chez elle. Elle travaillait le soir au Murphy S, nous avions donc toute l'après-midi devant nous. Je lui ai résumé les révélations de la matinée. Mon Dieu, a-t-elle soufflé en picorant sa salade. Votre femme a vraiment mis le paquet sur le plan machiavélique. Le plus fou, c'est que si elle avait juste demandé le divorce comme une personne normale, elle aurait probablement obtenu la moitié de tout. De toute façon. Le Connecticut est un État où le divorce se fait sans égard à la faute. Mais en essayant de vous manipuler et de cacher des biens, elle va se retrouver avec presque rien. La cupidité rend les gens stupides. Tout comme le fait de sous-estimer son adversaire. Janine a tendu la main par-dessus la table, et a pris la mienne. Comment vous sentez-vous par rapport à tout ça? Je veux dire, comment vous vous sentez vraiment? Pas juste du point de vue de la stratégie juridique. C'était une bonne question. J'avais été tellement concentré sur la partie d'échec de la procédure de divorce, que je ne m'étais pas arrêté pour analyser la réalité émotionnelle de ce qui se passait. En colère, ai-je fini par dire. Je ne suis plus blessé, juste en colère. Elle ne s'est pas contentée de me tromper ou de demander le divorce. Elle a essayé de me briser psychologiquement. De me faire croire que je perdais la tête. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à quelqu'un qu'on a un jour aimé. Non, en effet. Et ses amis. Elles ont marché parce qu'elles trouvaient ça drôle. Elles pensaient que j'étais faible et stupide, et que je méritais d'être manipulé. Grave erreur. J'ai serré sa main. Le plus étrange, c'est que je suis presque reconnaissant. Si Cali avait été honnête sur son envie de divorcer, j'aurais été dévasté. J'aurais passé des mois à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal, comment j'aurais pu être un meilleur mari. Au lieu de ça. Elle m'a montré exactement qui elle est vraiment. Et qui est-ce? Quelqu'un que je n'aurais jamais dû épouser, pour commencer. Nous avons passé l'après-midi à nous promener dans le centre-ville, à parler de tout sauf de mon divorce. Janine avait le don de me faire oublier le drame juridique, et de simplement profiter de l'instant présent. Nous avons flâné dans des librairies, bu un café en terrasse, et regardé des musiciens de rue dans le parc. Vers 17 heures, mon téléphone s'est mis à vibrer avec des appels de numéros inconnus. Au bout du 4e appel, j'ai fini par répondre. Jamie. Dieu merci. C'était Vera, l'amie de Cali, du gang du brunch. J'essaie de te joindre depuis ce matin. Qu'est-ce que tu veux, Vera? Il faut que je te parle de Cali, de tout ce qui s'est passé. On peut se voir quelque part? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît. C'est important. J'ai des informations que tu dois entendre. Janine a haussé un sourcil. J'ai couvert le téléphone et j'ai murmuré, encore une qui quitte le navire. Où veux-tu qu'on se voie, ai-je demandé à Vera. Il y a un café sur Elm Street qui s'appelle The Grain. Tu peux y être dans 1 heure? D'accord. 1 heure. The Grain était un café hipster, avec des murs de briques apparentes et des baristas qui prenaient leur latte art très au sérieux. Vera était déjà là quand je suis arrivé, assise à une table dans un coin, avec une tasse de quelque chose qui semblait avoir coûté plus cher que le déjeuner de la plupart des gens. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux habituellement parfaits étaient tirés en arrière, en une queue de cheval négligée, et elle n'était pas maquillée. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Merci d'être venu, a-t-elle dit quand je me suis assis. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. C'est à quel sujet, Vera? C'est au sujet de Heather, et de ce qu'elle nous fait subir à toutes. Que veux-tu dire? Vera a sorti son téléphone et a ouvert une application d'enregistrement vocal. J'ai enregistré une conversation que j'ai eue avec Heather hier, après son retour de déposition. Je pense que tu dois l'entendre. Elle a appuyé sur lecture. La qualité audio était mauvaise, mais je pouvais clairement entendre 2 voix féminines en pleine dispute. Tu leur as tout dit, n'est-ce pas? C'était la voix de Cali. Je leur ai dit ce que je devais leur dire pour éviter d'aller en prison, a répondu la voix de Heather, sur la défensive et en colère. Tu étais censé être mon ami. Je suis ton ami. C'est pour ça que je te dis de limiter les dégâts, et de régler cette affaire avant que ça n'empire.
Comment ça pourrait être pire? Parce que ton mari n'est pas le pigeon que tu pensais. Il jouait aux échecs pendant que tu jouais aux dames. Et maintenant, tu es foutu. C'était ton idée. Le truc de l'invisible, la dissimulation d'actifs, tout ça. Mon idée était de t'aider à obtenir un meilleur accord. Ton idée à toi était de transformer ça en une sorte de campagne de torture psychologique. Il y a une différence. Alors maintenant, c'est de ma faute? C'est de ta faute si tu as épousé un homme que tu n'as pas pris la peine de vraiment connaître. C'est de ta faute si tu l'as sous-estimé. Et c'est de ta faute si tu vas probablement tout perdre, parce que tu as été trop gourmande. L'enregistrement s'est arrêté. Vera m'a regardé avec des yeux épuisés. Il y en a d'autres, a-t-elle précisé. Des heures entières. Heather nous enregistre toutes secrètement depuis des semaines. Probablement comme assurance au cas où ça tournerait mal. Pourquoi tu me montres ça? Parce que j'en ai marre d'être manipulé par Heather, par Callie, par tout ça. Elle s'est massé les tempes, comme si elle avait mal à la tête. Tu sais ce que Heather m'a dit hier? Elle m'a dit que si quelqu'un me pose la question, je dois dire que tu étais psychologiquement violent pendant votre mariage, que tu contrôlais les finances de Callie et que tu l'isolais de ses amis. C'est faux. Je sais que c'est faux. Je vous connais depuis 3 ans, Callie et toi. Tu étais un bon mari. Peut-être pas parfait, mais bon. Tu as soutenu sa carrière. Tu as été patient avec ses sautes d'humeur. Tu as même supporté son horrible mère. Alors pourquoi mentirais-tu à ce sujet? Parce que Heather m'a dit que si je ne le faisais pas, elle s'assurerait que tout le monde soit au courant pour ma conduite en état d'ivresse l'année dernière. Celle que j'ai réussi à garder sous silence, parce que mon père connaît les bonnes personnes. Je l'ai dévisagée. Elle te fait du chantage. Elle nous fait du chantage à toutes. Marcy a des dettes de jeu, que Heather l'a aidé à cacher à son mari. Callie a la liaison avec Tran, en plus de toute l'histoire de la dissimulation d'actifs. Heather accumule des moyens de pression sur tout le monde dans notre groupe depuis des années. Pourquoi? Le contrôle. Le pouvoir. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est juste une sociopathe. Vera a levé les yeux vers moi. Le fait est que, j'arrête. Je ne mens plus pour elle. Et je ne la laisserai pas détruire ma vie pour protéger Callie. Elle a sorti une clé USB de son sac, et l'a fait glisser sur la table. Tout est là-dessus. Des enregistrements, des textos, des emails. Assez pour prouver qu'Heather a orchestré la majeure partie de ce gâchis, et qu'elle nous a manipulés pour qu'on suive le mouvement. J'ai pris la clé USB. Qu'est-ce que tu veux en retour? Rien. Juste, quand tout ça éclatera, souviens-toi que certaines d'entre nous étaient aussi des victimes. Ce soir-là, j'ai retrouvé Rebecca à son bureau pour examiner les preuves de Vera. Nous avons passé 3 heures à éplucher des enregistrements, des textos et des emails, qui brossaient le tableau d'une manipulation psychologique allant bien au-delà de ce que nous avions déjà découvert. C'est incroyable, a lâché Rebecca, en faisant défiler une série de textos où Heather coachait Callie, sur la façon de me gaslighter plus efficacement. L'ami de votre femme est une authentique sociopathe. Qu'est-ce que ça implique pour l'affaire? Ça implique qu'on ne traite plus seulement d'une histoire d'épouse infidèle. Nous avons affaire à une conspiration, impliquant fraude, chantage, et violence psychologique systématique. Le procureur va être très intéressé par ça. Et Callie? Rebecca a levé les yeux des documents, avec un regard qui aurait pu s'apparenter à de la pitié. Votre femme va aller en prison, Jamie. Peut-être pas pour longtemps, mais elle va faire de la prison. J'aurais dû ressentir de la satisfaction à ce moment-là. Après des semaines à être manipulé et poussé à bout, la justice était enfin à portée de main. Mais à la place, j'ai ressenti quelque chose de plus proche de la tristesse. Pas pour Callie, qui avait fait ses choix, mais pour l'immense gâchis. Les années passées ensemble. La vie que nous aurions pu avoir, si elle avait été une personne différente. Quand est-ce qu'on dépose la plainte au pénal, ai-je demandé. Lundi matin. Et Jamie? Ouais. Vous feriez bien de vous préparer. Quand ça sortira dans la presse, ça va être un vrai cirque. J'ai pensé au post Instagram de Callie, à son image de succès et de bonheur si soigneusement étudiée. À l'agence de relations publiques d'Heather, et à son obsession pour les apparences. À tous ces gens qui croyaient nous connaître en tant que couple.
Que le cirque commence, ai-je répondu. Il est temps que tout le monde voie qui elles sont vraiment. L'histoire a éclaté le mercredi matin, grâce à un journaliste du Hartford Courant qui suivait les affaires de criminalité en col blanc. Le gros titre disait « Une directrice des ressources humaines locales inculpée pour fraude dans un complot de divorce ». À midi, c'était le sujet tendance sur les réseaux sociaux locaux. Le soir, l'information avait été reprise par les médias régionaux. L'histoire avait tout ce que les journalistes adorent. Des banlieusards riches, de la manipulation psychologique, des actifs cachés, et un complot de vengeance qui s'était retourné de façon spectaculaire contre ses auteurs. J'étais dans mon nouveau bureau quand Rebecca a appelé pour faire le point. Le bureau du procureur a déposé les charges ce matin, m'a-t-elle annoncé. Votre femme et Heather risquent toutes deux des accusations de fraude criminelle, de complot et de racket. Le bureau du procureur qualifie ça de l'un des stratagèmes de fraude au divorce les plus sophistiqués qu'ils aient jamais vus. Qu'en est-il du dossier civil? Le juge Martinez a examiné nos preuves hier. Il vous accorde 75% de tous les biens matrimoniaux, plus les frais d'avocat, plus des dommages-intérêts punitifs pour la manipulation psychologique. Votre femme va sortir de ce mariage avec presque rien. J'aurais dû me sentir victorieux, mais j'étais surtout fatigué. Quand est-ce qu'elle passe en jugement? Probablement pas avant 6 mois. Mais son avocat a appelé ce matin, il veut discuter d'un accord de plaidé coupable. Apparemment, elle est enfin prête à admettre qu'essayer de vous manipuler était une erreur. L'après-midi même, je suis passé devant notre ancienne maison pour la première fois depuis que j'avais déménagé. Il y avait un panneau, à vendre, dans la cour avant, et la Lexus de Cali était introuvable. Madame Daly était dans son jardin, et elle m'a fait signe de la main en me voyant. Jamie. A-t-elle appelé? J'ai lu des articles sur vous dans le journal. C'est bien de vous être défendu comme ça. Je me suis garé, et j'ai marché jusqu'à sa clôture. Comment va le quartier? Calme depuis que votre femme a déménagé. J'ai entendu dire qu'elle habite chez sa mère maintenant. La maison est vide depuis une semaine. Des offres d'achat? Oh, mon chéri. Personne ne va acheter cet endroit maintenant, pas avec toute cette mauvaise publicité. Les gens ne veulent pas vivre dans une maison qui a fait la une des journaux pour une affaire de fraude. J'ai regardé la maison où j'avais passé 6 ans de ma vie, en essayant de ressentir une sorte de nostalgie ou de regret. Mais au lieu de cela, tout ce que j'ai ressenti, c'est du soulagement, à l'idée de ne plus jamais avoir à faire semblant d'y être heureux. Ce soir-là, Janine et moi avons dîné dans un restaurant du centre-ville. C'était le même endroit où je lui avais parlé pour la première fois des jeux de manipulation de Cali, mais tout semblait différent maintenant. Le drame juridique était essentiellement terminé. Les accusations pénales avaient été déposées, et j'étais enfin libre de penser à la suite. Alors, c'est quoi le plan maintenant? A demandé Janine pendant le dessert. À part compter votre argent et savourer votre victoire. Je ne sais pas. J'ai été tellement concentré sur le divorce que je n'ai pas beaucoup pensé à l'avenir. C'est peut-être le moment de commencer. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais faire des projets qui ne tournaient pas autour de la stratégie juridique ou de plans de vengeance. Je pouvais réfléchir à ce que je voulais vraiment que ma vie soit. Je pensais prendre des vacances, ai-je lancé. Quelque part au chaud, avec des plages, et des boissons servies avec des petits parapluies. Ça a l'air parfait. Quand est-ce qu'on part? La façon désinvolte dont elle a dit « on » m'a fait sourire. Vous voulez venir avec moi? Chérie, après tout ce qu'on a traversé ensemble, je ne vous lâche plus d'une semelle. En plus, il faut bien que quelqu'un s'assure que vous vous détendez vraiment, au lieu de passer tout votre temps à vérifier des documents juridiques. Nous retournions vers mon pick-up quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'ai reconnu l'indicatif régional, Hartford. Jamie. La voix n'était qu'un murmure. C'est Cali. Je me suis arrêté de marcher. Janine m'a regardé avec inquiétude. Qu'est-ce que tu veux, Cali? J'ai besoin de te voir. De te parler, s'il te plaît. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu fais face à des accusations pénales, et mon avocate. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Je sais que je ne le mérite pas. Mais j'ai besoin de t'expliquer. J'ai besoin que tu comprennes pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai regardé Janine, qui a haussé les épaules. C'est toi qui vois, a-t-elle articulé.
Où ça, ai-je demandé. Le parc où on avait l'habitude de promener Murphy. Tu peux y être dans 1 heure? Le Riverside Park était presque désert à 21 heures, ce mercredi soir-là. J'ai trouvé Callie assise sur un banc, près de l'étang où nous amenions notre vieux chien, avant qu'il ne meure il y a 2 ans. Elle avait l'air dans un état pitoyable. Maigre, pâle, portant des vêtements dans lesquels elle semblait avoir dormi. « Merci d'être venu », a-t-elle dit sans me regarder. « Tu as 5 minutes. Je sais que tu me détestes. Je sais que tu penses que je suis une personne horrible, et je le suis peut-être. » Elle a finalement levé les yeux, et j'ai vu qu'elle avait pleuré. Mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Jusqu'où voulais-tu que ça aille? Je ne sais pas. J'étais en colère, et blessé. Et Heather n'arrêtait pas de me dire que tu ne m'appréciais pas à ma juste valeur. Que tu me considérais comme acquise. Elle a dit que le traitement de l'invisible te ferait réaliser à quel point tu avais besoin de moi. Alors tu as décidé de jouer avec ma santé mentale pendant 2 semaines. Je pensais que si je te faisais ressentir que tu étais en train de me perdre, tu te battrais pour moi. Que tu me montrerais que tu tenais à moi. Je l'ai regardé fixement. Tu pensais que la manipulation psychologique me ferait t'aimer davantage. Ça a l'air fou quand tu le dis comme ça. C'est fou. Et ce n'est pas la pire chose que tu aies faite. Tu m'as trompé, Callie. Pendant des mois. Tu as volé de l'argent sur nos comptes communs. Tu as essayé de cacher des biens pour pouvoir me plumer lors du divorce. Je sais. Sa voix était à peine audible. Je sais que j'ai fait des choses horribles, mais j'avais peur. Peur de quoi? D'être seul. De recommencer à zéro. D'admettre que notre mariage était terminé. Elle s'est essuyée les yeux avec le dos de la main. Heather a dit que si je m'y prenais intelligemment, je pourrais obtenir assez d'argent avec le divorce pour prendre un nouveau départ. Elle a dit que tu ne t'en rendrais jamais compte, parce que tu me faisais trop confiance. Elle avait raison sur un point. Je t'ai trop fait confiance. Jamie, je vais aller en prison. Mon avocat dit que je prendrai probablement 2 ans. Peut-être 3. Je vais perdre mon travail, ma réputation, tout. Et pourquoi? Pour de l'argent que je ne verrai jamais, et pour un petit ami qui ne retourne même plus mes appels. Maintenant que l'histoire est dans les journaux. J'ai ressenti une lueur de quelque chose qui aurait pu être de la pitié, mais qui s'est vite éteinte. Que attends-tu de moi, Callie? Le pardon? De la sympathie? Je veux que tu saches que je t'ai aimé. Peut-être pas comme j'aurais dû, peut-être pas assez, mais je t'ai aimé. Et je suis désolé d'avoir tout gâché pour quelque chose d'aussi stupide. Tu n'as pas tout gâché pour quelque chose de stupide. Tu as tout gâché, parce que tu pensais que j'étais faible et que tu pouvais me manipuler. La seule chose stupide a été de me sous-estimer. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Je sais. Et maintenant, j'ai tout perdu. Et toi? Tu es mieux sans moi. Ouais, je le suis. C'était dur, mais c'était vrai. En la regardant maintenant, je n'arrivais pas à me rappeler ce que j'avais pu lui trouver un jour. La femme que j'avais épousée était confiante, ambitieuse, et belle. Cette femme-là était brisée, désespérée, et pathétique. « Est-ce que tu me pardonneras un jour ?» a-t-elle demandé. Je ne sais pas. Peut-être un jour. Mais pas aujourd'hui. Je me suis levé pour partir. Callie? Ouais. La prochaine fois que tu voudras rendre quelqu'un invisible, assure-toi qu'il ne puisse pas te voir venir. Je suis retourné à mon pick-up, où Janine m'attendait avec du café et un sourire compatissant. Comment c'était? A-t-elle demandé. Pathétique. Elle voulait que j'aie pitié d'elle. Et c'est le cas? Un peu. Mais pas assez pour que ça compte. Nous sommes rentrés à mon appartement dans un silence confortable. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, j'ai senti que je pouvais enfin fermer le livre sur mon mariage, et commencer à écrire le prochain chapitre de ma vie. 3 mois plus tard, Callie a plaidé coupable aux accusations de fraude et de complot. Elle a été condamnée à 18 mois de prison fédérale. Heather a écopé de 2 ans pour racket, et a été bannie de la profession des relations publiques dans le Connecticut. Tran a déménagé en Floride et a changé de carrière. Marcy et Vera ont témoigné pour l'accusation, et ont été condamnés à une mise à l'épreuve.
Aux dernières nouvelles, elle ne s'adressait plus la parole. La maison a fini par être vendue, à perte, à cause de toute la mauvaise publicité. Ça m'était égal. J'ai utilisé ma part des bénéfices pour acheter un petit chalet sur un lac dans le New Hampshire, où Janine et moi passons nos week-ends à pêcher, et à faire semblant d'être des gens normaux. Mon entreprise de conseil prospère. Il s'avère qu'être le type qui a déjoué une fraude sophistiquée, c'est un excellent atout marketing dans le monde de la cybersécurité. Les clients me font confiance pour les protéger de ceux qui voudraient les rendre invisibles. Et Janine? Elle a quitté le Murphy S et a ouvert son propre restaurant. Un petit endroit avec de la bonne nourriture, des boissons honnêtes, et une politique stricte, on ne sert pas les gens qui se croient supérieurs aux autres. Parfois, je repense à l'homme invisible que j'étais. Ce gars qui s'est laissé manipuler, et à qui on a retourné le cerveau, parce qu'il faisait confiance à la mauvaise personne. Cet homme-là a disparu aujourd'hui. Il a été remplacé par quelqu'un qui voit clair, et qui riposte quand c'est nécessaire. Kali voulait me faire disparaître. Au lieu de cela, elle m'a rendu visible d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et je ne redeviendrai plus jamais invisible.